L'homme le plus riche du monde n'est ni américain ni asiatique, il est français et son histoire est un véritable thriller financier qui mêle ambition démesurée, coups de génie et stratégies impitoyables qui ont fait trembler le monde des affaires pendant des décennies. Il s'appelle Bernard Arnault et sa fortune dépasse les 200 milliards de dollars, le plaçant devant des géants comme Jeff Bezos ou Elon Musk. Mais comment un jeune homme issu d'une entreprise familiale de province a-t-il réussi à bâtir le plus grand empire du luxe mondial, et quel secret se cache derrière cette ascension fulgurante qui continue de fasciner le monde entier? Bernard Arnault naît en 1949 à Roubaix dans une famille aisée où il reçoit une éducation bourgeoise traditionnelle. Sa mère Marie-Joseph Savinel est la fille du fondateur d'une PME de province spécialisée dans les travaux publics. Cette entreprise familiale appelée Ferré-Savinel emploie plus de 1000 personnes et représente déjà une belle réussite entrepreneuriale. Elle épouse Jean Arnault, un ingénieur brillant de l'entreprise à qui son beau-père confiera progressivement la direction de Ferré-Savinel. Dès son plus jeune âge, Bernard développe une passion pour l'entreprise familiale et passe des heures à arpenter les chantiers aux côtés de son grand-père. Il se souvient avec émotion de ces moments où il vivait dans une maison à côté de l'entreprise dirigée par son grand-père et où il prenait un immense plaisir à se promener avec lui sur les différents chantiers en construction. Mais Bernard nourrit également une autre passion tout aussi intense, la musique et plus particulièrement le piano qu'il pratique avec assiduité. Malheureusement, Bernard ne possède pas le talent nécessaire pour devenir pianiste professionnel et doit se résoudre à abandonner ce rêve artistique. Il décide alors de tenter le concours de la prestigieuse école polytechnique, l'une des plus sélectives de France. Il échoue une première fois à cause d'un cuisant revers mais ne se décourage pas et finira par réussir lors du deuxième essai. Il tiendra sa revanche de la plus belle des manières en sortant major de sa promotion en 1971, prouvant ainsi sa détermination et son intelligence exceptionnelle. Dès la fin de ses études, Bernard Arnault rejoint son père dans l'entreprise familiale en tant qu'ingénieur alors qu'il n'a que 22 ans. Si vous aimez découvrir les secrets des plus grands entrepreneurs et comprendre comment ils ont bâti leur empire, alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification car chaque nouvelle vidéo sur cette chaîne pourrait vous donner les clés pour transformer votre propre vision en succès et votre soutien donne une force incroyable à cette communauté qui grandit chaque jour. 4 années plus tard, son père lui demande de prendre la tête de l'entreprise à sa place, une décision audacieuse car Bernard n'a alors que 26 ans. En 1978, dès l'année suivante de sa prise de fonction, il convainc son père de vendre les activités de BTP de Ferré-Savinel et de reconvertir l'entreprise dans la promotion immobilière. Son père, se rendant compte du génie visionnaire de son fils, accepte immédiatement cette transformation radicale. La nouvelle version de Ferré-Savinel se spécialise dans les appartements de tourisme à la mer ou à la montagne, un secteur en pleine expansion. Peu de temps après cette reconversion stratégique, Ferré-Savinel devient le promoteur numéro 1 dans son domaine en France, un véritable tour de force entrepreneuriale. L'entreprise sera rachetée en 1995 et existe aujourd'hui sous un autre nom que vous connaissez peut-être, Nexity. Malgré le succès retentissant de son entreprise, un événement politique inattendu va complètement bouleverser les plans de Bernard. En 1981, c'est le coup de massue avec l'élection de François Mitterrand comme président de la République. Son programme marqué à gauche et de tendance socialiste fait fuir Bernard Arnault vers les États-Unis où il espère trouver un climat plus favorable aux affaires. Il débarque à New York et décide d'ouvrir son premier bureau dans le mythique Rockefeller Center au 45e étage avec une vue imprenable sur Manhattan. Il y fonde Ferré-Savinel Inc., la version américaine de sa société française et commence méthodiquement à construire son réseau dans le monde impitoyable des affaires new-yorkaises. Il va notamment côtoyer un jeune promoteur aux dents longues et à la chevelure distinctive, j'ai nommé Donald Trump avec qui il développera une amitié durable. Ils resteront amis pendant des décennies et lorsque Donald Trump deviendra président des États-Unis, il invitera Bernard à la Maison-Blanche à un dîner officiel auquel assistera d'ailleurs aussi le président Emmanuel Macron. Le problème c'est que Bernard Arnault découvre progressivement les difficultés du marché de l'immobilier américain qui s'avère bien différent du marché français. Il investit massivement dans un programme immobilier ambitieux mais finira par se rendre compte avec stupéfaction que ce dernier se situe à proximité d'une centrale nucléaire, ce qui aura évidemment des effets très négatifs sur sa rentabilité et sa capacité à revendre. Malgré ses déboires financiers qui lui coûtent cher, cette expatriation américaine lui permet de prendre conscience du rayonnement de la culture française au-delà de nos frontières. Une anecdote que Bernard Arnault aime particulièrement raconter illustre parfaitement cette prise de conscience culturelle. En arrivant à l'aéroport Kennedy de New York,
il saute dans un taxi jaune typique et demande au chauffeur si ce dernier connaît le nom du président de la République française. Le chauffeur répond négativement mais ajoute immédiatement qu'il connaît Christian Dior, révélant ainsi la puissance des marques françaises de luxe dans l'imaginaire collectif mondial. En 1984, Bernard Arnault décide de rentrer en France car l'expatriation n'a finalement pas été le grand succès escompté. Mais il y a appris deux choses fondamentales qui vont transformer sa carrière, le business à la dure à l'américaine et la puissance commerciale des marques françaises de luxe. Dès son retour en France, Bernard se remet aux affaires avec une nouvelle vision stratégique. Fini l'immobilier résidentiel, il veut désormais aller dans l'industrie et plus particulièrement dans le secteur du luxe, qui l'a tant fasciné. Il y a notamment un dossier qui va particulièrement attirer son attention et changer le cours de sa vie, c'est celui du groupe Boussac. Ce groupe appartenant à l'État français détenait des ateliers de textile et des grandes marques variées comme Conforama, Le Bon Marché et surtout un fleuron du monde du prêt-à-porter de luxe, la fameuse maison Christian Dior. Malgré les aides financières massives de l'État, le groupe Boussac reste déficitaire et n'arrive absolument pas à redresser la barre malgré tous les efforts déployés. L'État décide finalement d'arrêter de remettre continuellement au pot et cherche activement des investisseurs privés pour relancer l'entreprise et essayer de minimiser l'impact social désastreux. N'oubliez pas qu'à l'époque c'est François Mitterrand qui est au pouvoir et il serait donc très mal vu qu'une entreprise détenue par l'État licencie massivement des employés. Bernard Arnault est extrêmement intéressé par ce dossier et il est déjà relativement fortuné grâce à ses activités immobilières. Sa fortune personnelle s'élève alors à l'équivalent de 25 millions d'euros, ce qui représente environ 100 millions de francs de l'époque. C'est une somme conséquente mais bien moins que la somme totale demandée par l'État français pour céder le groupe. Bernard Arnault décide alors stratégiquement de s'associer à des banques et des partenaires financiers pour réunir les financements nécessaires à cette acquisition majeure. Mais Bernard n'est absolument pas le seul prétendant sur ce dossier très convoité et la concurrence est féroce. Face à lui se trouvent des acheteurs potentiels comme Bernard Tapie qu'on ne présente plus dans le monde des affaires français. Il y a aussi Alain Chevalier, le patron influent de Moët Hennessy sur qui on reviendra dans quelques minutes car son destin va se croiser avec celui de Bernard. Pour sortir du lot et convaincre l'État de lui céder l'entreprise, Bernard décide de faire une proposition audacieuse et sociale. Il s'engage publiquement à conserver 12 000 des 15 000 emplois chez Boussac, une promesse qui séduit immédiatement le gouvernement socialiste. L'État français est convaincu par cette proposition et décide finalement de céder l'entreprise Boussac à Bernard Arnault en 1984. Le problème majeur c'est que Bernard Arnault ne dispose pas réellement des fonds nécessaires pour financer cette acquisition colossale. La fortune familiale s'élève à environ 25 millions d'euros soit 100 millions de francs mais ne suffit absolument pas à couvrir le coût total d'achat. En parallèle et dans l'ombre des négociations officielles, Bernard emprunte des montants considérables au Crédit Lyonnais pour racheter des parts de Boussac et devenir progressivement l'actionnaire majoritaire. L'un des banquiers proches de l'accord signé avec Boussac racontera par la suite avec amertume que Bernard Arnault est un prédateur pas un créateur, révélant ainsi la nature controversée de ses méthodes. Une fois aux commandes du groupe Boussac, Bernard fait immédiatement table rase et montre son vrai visage d'homme d'affaires impitoyable. Il licencie brutalement 9000 salariés, c'est beaucoup plus que ce qu'il avait initialement prévu et solennellement déclaré face à l'État français. Il empoche également l'énorme somme de 500 millions de dollars en vendant stratégiquement des marques comme Conforama et Le Bon Marché. Cette opération financière renforce considérablement sa position cash et lui donne les moyens de ses ambitions futures. Son style de pur capitaliste fait couler énormément d'encre dans une France socialiste et commencera à forger sa légende d'homme d'affaires impitoyable. C'est véritablement la naissance du loup en cachemire, un surnom qui lui collera à la peau pendant des décennies. Bernard conserve finalement uniquement deux marques stratégiques, Dior et Le Bon Marché, et parvient miraculeusement à sortir Boussac de la faillite imminente. Les affaires vont bien, très bien même et seulement 2 ans après ce fameux rachat controversé, le cours de l'action a déjà été multiplié par 3. Il se retrouve à la tête d'une entreprise valant 8 milliards de francs en ayant investi personnellement seulement 40 millions de francs de sa poche. Avec ce rachat stratégique, Bernard Arnault met définitivement la main sur Dior Couture mais il lui manque encore une partie essentielle des bijoux de la couronne. La section parfum de Dior a été vendue à Louis Vuitton quelques années auparavant et Bernard compte absolument remettre la main dessus. Un désaccord croissant entre les dirigeants du groupe LVMH va lui donner l'opportunité parfaite de rentrer dans la danse et de réaliser son plan.
Pour comprendre les déboires internes de LVMH, il faut remonter près d'un siècle en arrière et regarder l'histoire de Louis Vuitton. La marque de maroquinerie légendaire Louis Vuitton a été fondée en 1854 et s'était développée rapidement à travers l'Europe. Mais elle connaissait depuis quelques années de fortes difficultés financières qui menaçaient sa survie même. Afin de remonter la pente et sauver l'héritage familial, les héritiers ont décidé de nommer un nouveau PDG énergique. Henri Racamier, le mari d'une des petites filles de M. Louis Vuitton, prend les rênes de la maison en difficulté. Henri Racamier est un gestionnaire exceptionnel qui réussit brillamment à redresser la marque en quelques années seulement. Il met notamment en place des stratégies révolutionnaires qui sont encore utilisées aujourd'hui par la majorité des groupes de luxe mondiaux. C'est lui qui en premier a véritablement compris l'intérêt stratégique d'aller massivement sur les marchés asiatiques en pleine expansion. Il a également compris avant tout le monde qu'il fallait absolument contrôler la distribution en vendant uniquement dans ses propres boutiques exclusives. Il a aussi saisi l'importance de faire des campagnes de publicité iconiques qui marquent durablement les esprits des consommateurs. Pendant son règne visionnaire, le chiffre d'affaires de Louis Vuitton est spectaculairement multiplié par 30, ce qui est absolument remarquable dans l'industrie. Pour aller encore plus loin dans cette dynamique de croissance, la famille Louis Vuitton décide stratégiquement de s'associer à Moet et Hennessy. Cette fusion a parfaitement du sens car Moet et Hennessy étant une maison de champagne de luxe prestigieuse, elle permet de créer un véritable champion dans le haut de gamme. Le problème majeur, c'est que suite à cette fusion ambitieuse, les tensions internes explosent rapidement. Le clan Louis Vuitton représenté par Henri Racamier et le clan Moet Hennessy représenté par Alain Chevalier s'entendent très mal et se livrent une guerre intestine. Henri Racamier va commettre l'erreur fatale de faire rentrer le loup dans la bergerie en proposant naïvement à Bernard Arnault de l'aider. Il lui demande de devenir actionnaire majoritaire de LVMH pour contrer l'influence grandissante d'Alain Chevalier. Sans le savoir le moins du monde, Henri Racamier vient de provoquer la chute de sa propre famille et de perdre le contrôle de son empire. En effet, tacticien hors pair et manipulateur génial, Bernard Arnault va jouer simultanément sur les deux tableaux à la fois. Il négocie secrètement avec la famille Louis Vuitton et la famille Moet Hennessy pour les monter les uns contre les autres dans un jeu machiavélique. Les deux familles d'actionnaires étaient fermement persuadées que grâce à Bernard Arnault, elles réussiraient à récupérer le contrôle définitif sur le groupe. Il réussit magistralement à convaincre les deux parties de lui céder progressivement des titres précieux pour se construire une position capitalistique dominante. Afin de prendre le contrôle définitif et absolu sur la société LVMH, il répète exactement le même schéma stratégique que pour Boussac. Il lance une OPA hostile massivement financée par le Crédit Lyonnais qui lui fait une confiance aveugle. Cette OPA est qualifiée d'hostile parce qu'elle est réalisée sans aucun consentement du conseil d'administration de LVMH qui découvre l'opération avec stupeur. Bernard Arnault va commencer méthodiquement à arracher les titres d'actionnaires partout dans le monde entier et donc faire monter inexorablement son pourcentage de détention. Grâce à cette opération éclair parfaitement orchestrée, Bernard Arnault monte très rapidement au capital et devient l'actionnaire majoritaire incontesté. Il est désormais le seul maître à bord du navire, cumulant les fonctions d'actionnaire majoritaire, de président du groupe et de directeur général tout-puissant. Cette situation dramatique va pousser définitivement les héritiers Louis Vuitton vers la sortie et encore asseoir davantage son pouvoir absolu sur l'empire. Nous sommes à la fin des années 80 et Bernard Arnault a finalement atteint son objectif ultime et visionnaire. Il a pris le contrôle total de Louis Vuitton et réunit sous un même toit Christian Dior couture et parfum, créant ainsi un géant du luxe. C'est véritablement le début de l'empire LVMH qui va conquérir le monde entier du luxe dans les décennies suivantes. Pour résumer cette stratégie complexe, Bernard Arnault a racheté le groupe Boussac principalement pour mettre la main sur la marque Dior. Et c'est précisément grâce à Dior qu'il a ensuite pu racheter LVMH dans une opération financière d'une rare audace. À l'heure actuelle, la famille Arnault possède 97,5% de la société Dior, assurant un contrôle quasi total. Dior en contrepartie possède 41,5% de LVMH, créant ainsi une structure capitalistique imbriquée. La famille Arnault possède également directement 6,7% de LVMH, renforçant encore leur emprise. Grâce à cette architecture sophistiquée, Bernard contrôle totalement la gouvernance et possède plus de 60% des droits de vote du groupe. Dès son rachat dans les années 80, Bernard Arnault a une vision claire et ambitieuse pour LVMH qu'il veut transformer radicalement.
Il veut absolument en faire le plus grand groupe de luxe au monde et rien ne pourra l'arrêter dans cette quête obsessionnelle. Sa stratégie consiste systématiquement à racheter des marques mythiques et de les faire grossir exponentiellement grâce à ses méthodes de gestion. Aujourd'hui, il possède impressionnant plus de 70 marques dans des secteurs extrêmement variés du luxe mondial. Et ces marques prestigieuses, vous les connaissez absolument tous dans votre vie quotidienne. On peut notamment citer les marques françaises iconiques comme Céline, Guerlain, Kenzo, Berluti qui font la fierté nationale. Parmi les marques étrangères acquises, il y a Marc Jacobs, Fendi, des maisons d'horlogerie prestigieuses comme Tag Heuer, Hublot ou encore Bulgari. L'horlogerie est devenue un secteur clé pour LVMH qui y investit massivement depuis plusieurs décennies. En 2020, il réalisera peut-être sa plus belle opération ou en tout cas sa plus grosse acquisition historique. Le rachat de Tiffany pour la somme colossale de 14,7 milliards de dollars marque les esprits du monde entier. Le groupe LVMH est devenu hyper diversifié à travers des marques de vin, de spiritueux, de montres, de joaillerie, d'hôtellerie et surtout de mode. La maroquinerie représente à elle seule 48% de ses ventes totales et constitue le cœur battant de l'empire. À l'heure actuelle, LVMH continue résolument sa stratégie d'acquisition agressive et pourrait bientôt effectuer d'autres opérations de rachat spectaculaires. Il se murmure notamment dans les cercles financiers que Richemont, le propriétaire de la maison Cartier, serait dans le viseur de Bernard Arnault. Malgré ses succès retentissants et sa domination du marché, tout ne réussit malheureusement pas à Bernard Arnault dans ses conquêtes. En 2001, il perd son match stratégique face à François Pinault dans ce que les médias appelleront dramatiquement la guerre du sac à main. Au cœur de cette guerre féroce se trouve la maison Gucci que LVMH tente désespérément d'acquérir pour compléter son portefeuille. Gucci appelle alors à son secours François Pinault qui accepte de jouer les chevaliers blancs contre Bernard Arnault. Gucci émet stratégiquement des nouvelles actions que François Pinault rachète immédiatement, diluant ainsi mécaniquement la participation de Bernard Arnault. Cette manœuvre intelligente empêche définitivement Bernard de prendre le contrôle de la marque italienne tant convoitée. Estimant avoir été manipulé et trompé, Bernard Arnault portera l'affaire devant la justice pour tenter d'annuler l'opération. L'autre échec cuisant de Bernard Arnault reste le rachat avorté d'Hermès qui hante encore ses nuits aujourd'hui. En 2011, LVMH tente secrètement de prendre le contrôle de cette maison mythique et familiale en achetant massivement des actions. Du jour au lendemain, Bernard Arnault se retrouve mystérieusement avec 17% du capital d'Hermès sans que personne ne comprenne comment. Les héritiers Hermès font immédiatement front commun et décident courageusement d'affronter l'agresseur pour garder leur indépendance familiale. Finalement, LVMH vendra toutes ses parts en 2017 et abandonnera définitivement la partie après des années de bataille juridique. Mais Bernard Arnault ne fait absolument pas que racheter des marques existantes, il crée aussi des synergies puissantes entre les différentes maisons. Ainsi, il arrive magistralement à maximiser le potentiel économique et la valeur de chacune de ces marques dans son portefeuille. Son obsession permanente, c'est que l'attrait d'une marque soit toujours aussi fort dans 10 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Il a publiquement déclaré que c'était véritablement la clé de son succès et de la pérennité de son empire du luxe. Extrêmement présent dans la gestion quotidienne du groupe LVMH, il s'implique personnellement dans les moindres détails opérationnels. Il participe activement à la décoration des boutiques comme celle de Louis Vuitton située place Vendôme qu'il surveille constamment. Il décrit cette boutique comme une maison exceptionnelle reflétant parfaitement l'univers raffiné et l'excellence de la marque Louis Vuitton. D'ailleurs, si vous allez dans un magasin LVMH un samedi après-midi, vous y croiserez peut-être Monsieur Arnault en personne. Il fait régulièrement sa tournée d'inspection pour réarranger minutieusement les présentoirs à sac et faire des suggestions précises aux vendeurs. C'est un perfectionniste absolu et un énorme bosseur qui ne compte jamais ses heures de travail acharnées. Dans la veine visionnaire d'Henri Racamier, il a énormément misé sur l'internationalisation notamment vers la Chine et les États-Unis. Il est tellement convaincu par le potentiel du marché américain qu'il y a notamment ouvert une usine Louis Vuitton ultramoderne. Son ami Donald Trump est personnellement venu inaugurer cette usine dans une cérémonie officielle largement médiatisée. Cette stratégie d'expansion internationale a permis à LVMH de devenir le leader mondial du luxe sans aucune contestation possible. LVMH est devenue la deuxième plus grosse société européenne derrière le danois Novo Nordisk dans le classement des capitalisations boursières. À l'heure où cette vidéo est enregistrée,
LVMH vaut l'astronomique somme de 385 milliards d'euros sur les marchés financiers. Cette valorisation énorme s'explique notamment par le revenu colossal que LVMH a réussi à générer en 2023. Le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de plus de 86 milliards d'euros, un record absolu dans l'histoire du luxe. La croissance météorique d'LVMH a logiquement permis à Bernard Arnault de se hisser au sommet du classement des hommes les plus riches. Cet entrepreneur du luxe français devance désormais des entrepreneurs de la tech comme Bezos, Musk, Zuckerberg ou encore Gates. Sa fortune personnelle est très étroitement liée à l'action LVMH et elle fluctue donc quotidiennement en fonction de la performance boursière. La société LVMH s'est énormément développée depuis les années 90 et son cours en bourse a littéralement explosé. Au cours des 10 dernières années seulement, l'action a été multipliée par plusieurs fois créant une richesse phénoménale. Mais Bernard Arnault est fondamentalement un investisseur long terme qui ne se laisse pas distraire par les fluctuations quotidiennes. Il l'a dit lui-même lors d'une assemblée générale de LVMH, il ne regarde pas tant que ça les fluctuations boursières de l'action. Il vise uniquement le très long terme et la construction d'un empire qui traversera les générations futures de sa famille. Bien qu'il soit évidemment très souvent cité comme étant l'homme le plus riche du monde, Bernard Arnault n'aime absolument pas cette étiquette médiatique. Il préférerait sincèrement qu'on le reconnaisse pour son travail acharné et sa capacité exceptionnelle à avoir créé des marques légendaires. Il souhaite être jugé sur sa réussite entrepreneuriale plutôt que pour sa réussite financière qui n'est selon lui qu'une conséquence logique. La diversification patrimoniale est un principe fondamental pour tout investisseur avisé et Bernard Arnault l'a parfaitement bien compris. Il a notamment massivement investi dans des startups prometteuses comme Spotify, Netflix, eToro ou encore Airbnb avec son fonds d'investissement. Son fonds Aglaé Ventures lui permet de parier sur les technologies de demain et de diversifier son portefeuille au-delà du luxe. C'est également un grand collectionneur d'art moderne et contemporain avec une collection estimée à plusieurs centaines de millions. Il a notamment fait construire la somptueuse fondation Louis Vuitton à Paris pour exposer publiquement sa propre collection personnelle exceptionnelle. Il investit également stratégiquement dans l'immobilier de prestige et possède notamment une île privée aux Bahamas pour ses vacances familiales. Il détient aussi un hôtel particulier somptueux dans le 7e arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus chics. Il possède une villa spectaculaire à Los Angeles ainsi que plusieurs domaines viticoles prestigieux qui produisent des vins d'exception. Comme tout bon milliardaire qui se respecte dans le monde des affaires, il a aussi constitué son empire médiatique progressivement. Il contrôle aujourd'hui des médias influents comme Les Échos, Le Parisien, L'Opinion, La Tribune de Genève ou encore le magazine Challenge. Il est également convaincu par le potentiel de la crypto-monnaie puisqu'il a recruté une experte du protocole à Havre récemment. Vanessa Grellet gère désormais les investissements crypto du fonds Aglaé Ventures pour positionner Bernard sur cette nouvelle classe d'actifs. Et enfin il possède aussi un yacht exceptionnel et luxueux nommé Symphony et estimé à plus de 130 millions d'euros. LVMH représente véritablement le travail d'une vie entière pour Bernard Arnault qui y a consacré toute son énergie depuis 40 ans. Il est donc absolument primordial pour lui que la transmission se fasse selon ses règles strictes et sa vision à très long terme. C'est pour cette raison qu'il a méthodiquement pris les mesures nécessaires pour que son empire puisse prospérer au sein de sa famille. Il a récemment fait voter les actionnaires de LVMH pour relever l'âge minimum du président à 80 ans afin de garder le contrôle. Mais il sait pertinemment qu'un jour il devra inévitablement passer le flambeau et ce flambeau il veut le transmettre à l'un de ses 5 enfants. Parmi ses héritiers, on compte Delphine qui a épousé l'entrepreneur Xavier Niel et qui dirige aujourd'hui Christian Dior Couture avec brio. Son fils Antoine quant à lui dirige brillamment Christian Dior et montre des qualités de gestionnaire remarquables comme son père. Il a également 3 fils issus d'un second mariage qui occupent tous des postes stratégiques dans l'empire familial du luxe. Il y a notamment Alexandre qui est le directeur exécutif de la prestigieuse maison Tiffany depuis le rachat historique. Frédéric dirige avec talent la maison Tag Heuer et insuffle un vent de modernité dans l'horlogerie de luxe suisse. Enfin Jean s'occupe avec passion des montres chez Louis Vuitton et développe cette activité horlogère prometteuse pour la marque. Bernard Arnault était complètement obsédé par l'idée de donner la meilleure éducation possible à ses propres enfants pour les préparer à leurs futures responsabilités. Ils ont tous été scolarisés au prestigieux lycée privé Saint-Louis de Gonzague, l'une des écoles les plus élitistes de Paris.
Frédéric et Jean ont notamment pu y suivre les cours de français d'une certaine Brigitte Macron avant qu'elle ne devienne première dame de France. Pour organiser méticuleusement la transmission de son patrimoine colossal, la holding Agache, qui est le cœur du réacteur, est en cours de restructuration profonde. Cette holding stratégique va être équitablement partagée entre ses 5 enfants afin de renforcer le contrôle familial de LVMH sur le très long terme. Il est explicitement stipulé dans les statuts que les actions d'Agache seront inaliénables pendant une durée minimale de 30 ans pour protéger l'empire. Cette clause ne pourra être levée que par une décision unanime du comité d'administration composé exclusivement des membres de la famille. À la fin de cette période de 30 ans, seuls les descendants directs de Bernard Arnault pourront détenir des actions de la holding. Les entités entièrement détenues par ses propres descendants seront également les seules autorisées à posséder des parts du capital familial. De plus, tout transfert de titres d'Agache sera systématiquement soumis à un droit de préemption très strict prévu par le pacte d'associés. Bernard Arnault l'a parfaitement bien compris après toutes ces batailles, il ne laissera jamais rentrer un autre loup dans sa propre bergerie familiale. Vous l'aurez définitivement compris à travers cette histoire extraordinaire, Bernard Arnault n'est absolument pas parti de rien comme on le raconte parfois. Il était déjà relativement aisé grâce à l'entreprise familiale, mais il a su magistralement faire fructifier son capital de départ. Grâce à des opérations audacieuses et parfois controversées, il faut bien le dire honnêtement, il a bâti un empire sans précédent. Travailleur acharné et visionnaire hors pair, tacticien impitoyable et stratège brillant, il a su créer un véritable champion mondial ici en France. Aujourd'hui, LVMH représente l'équivalent d'un ETF du luxe et semble absolument inarrêtable dans sa conquête des marchés mondiaux. Certains observateurs verront toujours en lui un loup impitoyable qui dévore tout sur son passage sans pitié ni remords. D'autres verront plutôt en lui un orfèvre du luxe, un bâtisseur d'empire et un génie des affaires qui a su faire rayonner la France dans le monde entier.